Ils n'étaient que des enfants. Mais leurs crimes choquants brisent des vies. D'un accident de voiture calculé à une alliance père-fille, tordue. Ce sont les peines les plus horribles jamais infligées à des mineurs. Et la trahison impensable d'un garçon de 13 ans, tuant sa sœur de 4 ans pour blesser leur mère. Cela vous laissera stupéfait. Commençons. La plus jeune personne inculpée en tant qu'adulte pour meurtre au premier degré dans l'histoire de Jacksonville est sur le point d'être libérée. Kristen Fernandez n'avait que 12 ans lorsqu'il a tué son demi-frère de 2 ans. En 2011, une mère à Jacksonville, en Floride, s'est précipitée à l'hôpital portant son fils de 2 ans inconscient. Sa tête était enflée, son corps inerte. Les médecins ont su instantanément que ce n'était pas un accident. Quelques heures plus tard, son demi-frère de 12 ans, Christian Fernandez, a été placé en garde à vue, un enfant accusé d'un crime qui a choqué la nation. Mais à mesure que les enquêteurs découvrirent la vérité, l'histoire devenait encore plus troublante. Il ne s'agissait pas seulement de ce que Christian avait fait, il s'agissait de ce qu'on lui avait fait. Étiez-vous à la maison lorsque cet incident s'est produit? Était-elle à la maison ou non? Vous étiez certainement à la maison parce que, je ne veux pas vous surprendre en train de mentir. Christian Fernandez n'a jamais eu d'enfance. Sa mère était à peine adolescente lorsqu'il est né, et son père a ensuite été condamné pour l'avoir blessé. À l'âge de 5 ans, Christian avait déjà été exposé à la violence et à la négligence. L'un des pires moments est survenu en 2010 lorsque son beau-père, Luis Gallegos, s'est suicidé juste devant Christian. Le traumatisme de cette nuit-là est resté avec lui. Puis, juste un an plus tard, tout a dérapé. Le 14 mars 2011, alors qu'il était seul à la maison avec son demi-frère de 2 ans, David, Christian a craqué. À un moment donné, le tout petit a subi une grave blessure à la tête. Ce qui s'est exactement passé reste flou, mais l'impact a été dévastateur. David a été laissé inconscient, luttant pour sa vie. Au lieu d'appeler à l'aide immédiatement, la mère de Christian, Bianella Susana, a attendu des heures avant de l'emmener à l'hôpital. Quand elle l'a fait, il était trop tard. Les blessures de David étaient graves. Les médecins ont déterminé qu'il avait subi une fracture du crâne et un gonflement du cerveau compatible avec une force intentionnelle. Les enquêteurs se sont tournés vers Christian, à seulement 12 ans. Il était la seule autre personne dans la maison. Il a admis avoir poussé David, mais les détails restaient flous. L'affaire a rapidement pris un tournant inattendu. Christian n'a pas été traité simplement comme un enfant qui avait fait une erreur. Il a été accusé en tant qu'adulte de meurtre au premier degré. À 12 ans, il est devenu la plus jeune personne de l'histoire de la Floride à faire face à une poursuite en tant qu'adulte pour homicide. La décision a suscité une indignation nationale. Était-ce la justice pour David? Ou le système punissait-il un autre enfant déjà piégé dans un cycle de violence? Je dois te mettre ça. Tu as dit que je devais te mettre ça? Mon pote, hein? Lève-toi pour moi. Après des mois de bataille juridique, Christian a accepté un accord de plaidoyer en 2013, plaidant coupable d'homicide involontaire au lieu de meurtre. Au lieu d'une prison pour adultes, il a été condamné à une détention pour mineurs jusqu'à son 19e anniversaire. Sa mère, Bianella Susana, a également été condamnée pour ne pas avoir cherché de l'aide médicale plus tôt. Elle a été condamnée à 10 ans de prison. Christian a été libéré en 2018. Mais même après avoir purgé sa peine, son affaire reste l'une des plus controversées de l'histoire des États-Unis. Au tribunal, Christian est resté silencieux, son expression indéchiffrable. Certains voyaient en lui un jeune délinquant dangereux. D'autres voyaient un enfant brisé qui avait été abandonné bien avant que ce crime ne se produise. La famille de David pleurait, le cœur brisé par une vie volée trop tôt. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Christian plaidait pour la réhabilitation plutôt que la punition, arguant que l'emprisonnement d'un enfant ne ferait que perpétuer le cycle de la violence. Même aujourd'hui, le débat persiste. Christian était-il vraiment coupable? Ou était-il simplement une autre victime punie pour une vie qu'il n'a jamais pu contrôler? Notre prochaine affaire nous emmène au pays de Galles, où un garçon de 14 ans a commis un crime si brutal qu'il a stupéfié toute une communauté. Mais lorsque les enquêteurs ont découvert ce qui s'était réellement passé, la vérité était encore plus troublante. Décrit comme un garçon souriant et curieux, Logan Mwangi, âgé de 5 ans, a subi une cruauté indescriptible. Un pathologiste a déclaré que les blessures sur son petit corps étaient compatibles avec une grande vitesse. À Bridgend, au pays de Galles, en 2021, un appel d'urgence frénétique a envoyé la police en toute hâte vers la rivière Ogmore. Peu de temps après, ils ont découvert un garçon de 5 ans, sans vie dans l'eau, son petit corps couvert de blessures trop graves pour être accidentelles. La victime était Logan Mwangi, un enfant gentil et aimant. Mais ce qui a encore plus choqué la communauté, c'est qui était responsable de sa mort. Son demi-frère de 14 ans, Craig Mulligan. En creusant plus profondément, les enquêteurs ont découvert quelque chose d'encore plus troublant. Ce n'était pas seulement un acte tragique de violence. Craig l'avait planifié depuis le début. Chez lui, l'été dernier, aux mains de sa mère, Anne Garrad Williamson, de son partenaire John Cole et du beau-fils de Cole âgé de 14 ans, Craig Mulligan.
Dès son plus jeune âge, Craig Mulligan était décrit comme profondément perturbé. Les travailleurs sociaux ont exprimé de sérieuses inquiétudes concernant son comportement violent, ses commentaires troublants sur le fait de nuire aux autres et son manque d'empathie. Pendant des années, il a été placé en famille d'accueil. Mais en juillet 2021, les autorités ont commis une erreur cruciale. Ils ont approuvé son retour pour vivre avec son père biologique, John Cole, et sa belle-mère, Angarad Williamson. Ce qui aurait dû être un nouveau départ s'est transformé en cauchemar pour Logan. En seulement 5 jours après l'installation de Craig, Logan était mort. Derrière des portes closes, Craig tourmentait Logan, le traitant comme moins qu'un être humain. Il l'insultait, le harcelait et proférait des menaces glaçantes. Mais personne ne croyait qu'il passerait réellement à l'acte. Jusqu'à une nuit horrible où il l'a fait. Qui a déshumanisé Logan par leur traitement? Angarad Williamson et John Cole. Madame Justice Jefford a déclaré qu'en le traitant de la manière dont ils l'ont fait, il l'avait déshumanisé. Le 31 juillet 2021, au milieu de la nuit, Craig et son père ont traîné Logan hors de son lit. Craig a violemment attaqué le garçon de 5 ans, infligeant des blessures catastrophiques. Son petit corps a été laissé avec un crâne fracturé, un foie déchiré et plus de 50 contusions. Au lieu d'appeler à l'aide, Craig, son père et sa belle-mère ont essayé de dissimuler les faits. Ils ont enveloppé le corps de Logan dans un sac en plastique et l'ont jeté dans la rivière, espérant que l'eau effacerait les preuves. Le matin, Angarad a appelé les services d'urgence, prétendant être une mère désemparée dont le fils avait mystérieusement disparu. Mais lorsque la police est arrivée, elle a immédiatement vu à travers les mensonges. Craig Mulligan a été arrêté et son comportement en détention a glacé le sang des enquêteurs. Alors que la plupart des adolescents de 14 ans seraient effrayés ou pleins de remords, Craig ne montrait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, il souriait et se vantait même de ce qu'il avait fait. Mais il n'était pas le seul à faire face à la justice. Son père, John Cole, et sa belle-mère, Angarad Williamson, ont également été arrêtés et accusés d'avoir aidé à dissimuler le meurtre de Logan. Au tribunal, il a été révélé que Craig avait parlé de vouloir faire du mal à Logan. Pendant des mois, il avait pratiqué des attaques contre lui, le traitant comme moins qu'un humain, et avait même dessiné des images troublantes de personnes blessées. Après un procès éprouvant, Craig Mulligan, John Cole et Angarad Williamson ont tous été reconnus coupables. Craig pour meurtre et son père et sa belle-mère pour leur rôle dans le crime et sa dissimulation. John Cole purgera une peine minimale de 29 ans. Angarad Williamson purgera 28 ans de prison. Craig a été condamné à au moins 15 ans de prison, l'une des peines les plus sévères jamais infligées à un enfant au pays de Galles. Son père a reçu une peine minimale de 29 ans et sa belle-mère a également été condamnée à 28 ans derrière les barreaux. Les médecins de l'hôpital n'ont pas partagé la liste de ses blessures avec les services de protection de l'enfance. Aujourd'hui, un examen a révélé que prendre des mesures aurait pu protéger Logan devant le tribunal. La famille biologique de Logan a pleuré, dévastée par la perte d'un enfant qui avait toute sa vie devant lui. Le juge a qualifié le crime de l'une des affaires les plus horribles que le pays de Galles ait jamais vues. Mais la partie la plus troublante, Craig Mulligan n'a jamais montré la moindre once de remords. Même après avoir été condamné, il est resté impassible, comme si ce qu'il avait fait ne signifiait rien du tout. Pour beaucoup, c'était un rappel glaçant que le mal ne prend pas toujours la forme d'un adulte. Il peut aussi prendre la forme d'un enfant. Notre prochain cas est celui de Paris Lee Bennett, un adolescent très intelligent dont les actions calculées ont conduit à un crime impensable au sein de sa propre famille. Quel âge a-t-elle? 4. Elle a 4 ans. Quel âge as-tu? Est-ce qu'elle saigne quelque part? Oui, elle saigne partout sur le lit. Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un d'aussi jeune à commettre un acte aussi brutal? Un soir tranquille à Abilene, Texas, en 2007, Charity Lee travaillait tard dans un restaurant local lorsqu'elle a reçu un appel téléphonique qui allait changer sa vie à jamais. Son fils de 13 ans, Paris Lee Bennett, gardait sa sœur de 4 ans, Ella. Mais ce qui s'est déroulé dans leur petite maison modeste cette nuit-là était rien de moins qu'un cauchemar. Paris Bennett était un adolescent très intelligent et charismatique avec un QI de 141. Il excellait à l'école et impressionnait souvent les adultes par sa maturité et son esprit. Mais sous cet extérieur soigné se cachait un côté beaucoup plus sombre, alimenté par le ressentiment, la manipulation et un désir de vengeance impensable. Je me souviens avoir été en colère toute la journée et avoir pensé « je veux blesser quelqu'un, si je vais craquer ». Paris nourrissait une profonde colère envers sa mère, Charity, en raison de ses luttes passées avec la consommation de substances et des échecs perçus dans leur relation. Mais au lieu de la confronter directement, Paris a élaboré un plan pour la blesser de la manière la plus dévastatrice possible. Le 5 février 2007, Paris a intentionnellement convaincu leur babysitter de partir tôt, le laissant seul avec Ella. Puis, après avoir calmement regardé la télévision pendant des heures, Paris est entré dans la chambre d'Ella armé d'un couteau. L'attaque a été violente et impitoyable.
Ella a été poignardée 17 fois alors qu'elle était allongée dans son lit, complètement sans défense. En tant que babysitter, j'ai pensé à descendre la rue et à voir quelqu'un que je connaissais, et j'ai pensé à blesser un inconnu. Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est ce que Parry a fait ensuite. Au lieu de paniquer ou d'essayer de couvrir ses traces, il a appelé le 911. Lors de l'appel, Parry a calmement affirmé qu'il avait vécu un épisode psychotique et attaqué sa sœur. Mais comme les enquêteurs allaient bientôt le découvrir, ses actions n'étaient en rien impulsives. Elles étaient le résultat d'une planification froide et calculée. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, la vérité horrifiante sur le motif de Parry a été révélée. Lors des interrogatoires de police, Parry a admis que sa véritable cible n'était pas Ella. C'était sa mère. Il croyait qu'en tuant Ella, il pourrait infliger la douleur ultime à Charity, la laissant souffrir de la perte de sa fille pour le reste de sa vie. Les preuves ont révélé que Parry avait passé des semaines à planifier le meurtre. La nuit du crime, il a délibérément attendu que la babysitter parte et a même passé du temps dans la chambre d'Ella avant l'attaque, la regardant dormir. Son absence de remords et son comportement glaçant ont choqué les enquêteurs. Au tribunal, les détails du meurtre d'Ella ont horrifié le jury. Les photos de la scène du crime, combinées aux propres aveux de Parry, ont dressé le portrait d'un adolescent dont l'intelligence et la ruse n'étaient égalées que par sa capacité de cruauté. Parry Bennett a été reconnu coupable de meurtre capital et condamné à 40 ans de prison, la peine maximale autorisée pour un mineur selon la loi du Texas à l'époque. Bien qu'il reste éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine, beaucoup, y compris sa propre mère, ont exprimé des craintes quant à la possibilité de sa libération. Lors de la condamnation, Parry a montré peu d'émotion, conservant le même comportement calme et détaché qu'il avait affiché tout au long de l'enquête. Son absence de remords visible n'a fait qu'approfondir la tragédie de l'affaire. Malgré la douleur inimaginable de perdre sa fille aux mains de son propre fils, Charity Lee n'a jamais tourné le dos à Parry. Alors que le monde voyait un tueur froid et calculateur, elle voyait quelque chose de plus. Son enfante, le garçon qu'elle avait élevé et aimé. Même après tout, elle lui pardonne encore. Elle continue de lui rendre visite en prison, s'accrochant à l'espoir qu'il puisse changer. Mais le pardon n'efface pas la peur. Charity a admis qu'elle vit avec l'inquiétude constante de ce que Parry pourrait faire s'il était libéré, connaissant l'intelligence et la manipulation dont il est capable. Son histoire, capturée dans des documentaires et des interviews, est celle de l'amour, du chagrin et des choix impossibles qu'une mère doit faire. Comment réconcilier l'amour pour votre enfant avec l'horreur de ce qu'il a fait pour Charity? Cette réponse n'a jamais été simple, mais pour beaucoup, une question obsédante demeure. Parry est-il né tueur? Ou quelque chose en lui s'est-il brisé au-delà de toute réparation? Notre prochain cas est celui de Miranda Barber, une jeune femme dont les affirmations choquantes sur son passé et ses crimes ont laissé les enquêteurs se demander jusqu'où s'étendait l'obscurité. Le 12 novembre 2013, le département de police de Sunbury a été alerté de la présence d'un corps non identifié dans le jardin d'une zone résidentielle à Sunbury. Le corps a ensuite été identifié comme étant celui de Troy LaFerrera, âgé de 42 ans. Il était originaire de Port Trevorton, à 20 minutes de l'endroit où son corps avait été trouvé. Il était marié depuis 2 ans et n'avait pas d'enfant. Troy avait été poignardé plusieurs fois, et son cou montrait des signes qu'un objet avait été enroulé autour de son cou. Au cours de l'enquête, le téléphone de Troy a été trouvé sur lui, et les éléments découverts sur l'appareil ont donné des indices sur ce qui aurait pu causer sa mort. Son historique de recherche et ses activités ont montré qu'il avait été sur Craigslist à la recherche d'une escorte. L'enquête a révélé qu'il parlait à Miranda Barber le jour du meurtre. Miranda lui a proposé d'avoir des relations sexuelles en échange d'un paiement. Miranda était une femme de 19 ans originaire d'Alaska qui venait de se marier 1 mois auparavant avec Ellis Barber, âgée de 22 ans. Miranda est née le 14 décembre 1994 en Alaska, où elle vivait avec sa mère et son oncle. Miranda a eu une enfance difficile, ce qui a déclenché de nombreux problèmes pour elle, plus tard dans sa vie. À l'adolescence, Miranda avait été exposée à toutes sortes de vices. Miranda avait 18 ans lorsqu'elle a rencontré Ellis Barber, qui en avait 21. Elle est tombée enceinte et a donné naissance à une petite fille. Juste après avoir accouché, elle s'est mariée avec Ellis Barber le 22 octobre 2013. Selon Miranda, le couple avait prévu quelque chose de spécial à faire en tant que jeunes mariés pour leur lune de miel. Ce n'était rien de conventionnel. 3 semaines après leur mariage, Miranda a commencé à parler avec Troy LaFerrara et lui a proposé de coucher avec lui pour $100. LaFerrara a accepté et ils ont prévu de se rencontrer à Hummel's Wharf, en Pennsylvanie. Quand Troy est arrivé au point de rendez-vous, il a payé Miranda et ils ont conduit jusqu'à Sunbury. Pendant tout le trajet, et à l'insu de Troy, Ellis était caché sous une couverture sur le siège arrière. Quand ils se sont approchés de Sunbury, Miranda a fait signe à Ellis qui a sauté et a enroulé un cordon autour du cou de Troy.
Miranda a ensuite poignardé LaFerrera 20 fois jusqu'à ce qu'il meure. Son corps a été abandonné là où il a été trouvé par la police. L'enquête a conduit la police à arrêter Miranda 3 semaines plus tard. Miranda a n'y avoir jamais rencontré Troy. Elle a dit qu'ils s'envoyaient des textos mais ne se sont jamais rencontrés. Elle a également nié avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de Troy et voulait juste retourner auprès de sa fille. Elle a refusé de laisser la police vérifier son téléphone et est devenue défensive lorsque la police lui a posé des questions. Oui, cela a bien eu lieu. Je suis sur le siège arrière, couvert par une couverture. Entre le dossier et le bas, c'est là que j'essaie de l'orienter vers le haut en dessous, et je mets mes pieds contre le dos et tire aussi fort que je peux. Finalement, Ellis a avoué et a raconté à la police ce qui s'était passé. Il a expliqué les détails, mais le motif de leur histoire a changé plusieurs fois. Au début, ils ont dit qu'ils avaient prévu de tuer quelqu'un 3 semaines après leur mariage. Plus tard, l'histoire de Miranda a changé, et elle a dit que la raison pour laquelle elle avait tué quelqu'un était à cause de sa fille. Elle a dit que si elle tuait quelqu'un, sa fille serait emmenée et adoptée par quelqu'un qui pourrait lui offrir une meilleure vie. Indépendamment du changement d'histoire, Miranda et Ellis ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ou Miranda a tué quelqu'un pour le plaisir. On ne peut pas en dire autant pour Joey McVeigh, âgé de 10 ans. Le 2 janvier 2011, les secours du 911 ont été alertés d'une maison dans le comté de Holmes, Ohio. Joey McVeigh, âgé de 10 ans, était allé chez son voisin pour appeler le 911. Il a dit au premier intervenant qu'il avait tiré sur sa mère avec un .22 fusil de calibre. Lorsque la police est arrivée à la maison, Deborah McVeigh, âgée de 46 ans, était allongée sur le sol avec une seule blessure par balle à la tête. La police a posé des questions à Joey, et il a répondu calmement, sans hésiter ni manquer une question. Il a raconté à la police ce qui s'était passé, mais ils n'ont pas compris le motif du meurtre. Joey avait une sœur de 15 ans, Shona, qui a affirmé avoir été témoin de ce qui s'était passé. Elle a dit que Joey avait refusé d'aller chercher plus de bois de chauffage pour la maison lorsque sa mère le lui avait demandé. Il a commencé à se disputer avec sa mère avant de lui tirer une balle dans la tête. Selon Shona, Joey a également pointé l'arme sur elle, mais elle a réussi à le convaincre de ne pas lui tirer dessus. Ce qu'il a fait ensuite était choquant. Après avoir tué sa mère, il a regardé son corps, a souri et a quitté la maison. Lorsque les policiers sont venus et ont interrogé Joey, il leur a dit que le fusil qu'il avait utilisé pour tuer sa mère était dans la pièce. La police a été choquée de trouver non pas une, ni deux, mais 6 armes à feu dans la chambre de Joey. Il y avait beaucoup plus d'armes à feu dans la maison parce qu'ils étaient une famille de chasseurs. Selon la mère de Deborah, Joey semblait responsable avec les armes à feu, donc la présence de nombreuses armes n'était pas un signe de danger pour eux. Lorsque Joey a été amené par la police, il a été rapidement révélé que Joey ne comprenait pas grand-chose à la situation qui s'était produite. Finalement, Joey a pu parler davantage de son enfance. Il montrait des signes de problèmes de colère et avait des épisodes où il devenait violent, mais ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait. Avant la fusillade, les parents de Joey venaient de se séparer quelques semaines auparavant, et cela a peut-être intensifié ses problèmes de colère. La mère de Joey a été décrite comme abusive par son ex-mari. La mère de Deborah et la sœur de Joey ont dit qu'elle était plus abusive envers Joey que quiconque. Les choses sont comme elles sont. Te sens-tu mal que cela soit arrivé? Que tu l'aies vraiment abattu? Penses-tu que cela en valait la peine, même si tu étais en colère? Non. Quelqu'un devrait-il être abattu ou mourir à cause d'une dispute? Non. Le jour du meurtre, Joey en avait assez des abus mentaux et émotionnels. Deborah a dit à son fils qu'elle voulait qu'il parte et l'a traité de merde. Joey se sentait plein de remords pour ses actions parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il l'avait fait. Finalement, Joey a été testé pour voir s'il était apte à être jugé. Il n'était pas apte. Il a été diagnostiqué avec une dépression, de l'anxiété ainsi qu'un trouble d'apprentissage. En fin de compte, Joey, âgé de 10 ans, a été envoyé dans un centre de traitement où il pouvait grandir et apprendre en paix. 1 an plus tard, un juge a déclaré que Joey était apte à être jugé. Il a été accusé de meurtre. Les procureurs étaient en faveur de maintenir Joey dans une prison pour mineurs jusqu'à ce qu'il soit adulte. Sa sœur a demandé au juge d'imposer la peine la plus sévère possible. Elle a décrit son frère comme un enfant dangereux qui a tué sa mère parce qu'elle se mettait en travers de son chemin. Joey a plaidé coupable de meurtre et il a été condamné à un centre de traitement jusqu'à ses 21 ans. Ensuite, nous démêlons l'histoire glaçante de Jamie Sylvanek, dont les plans tordus ont conduit à un crime brutal qui a stupéfié la nation. Coupable d'avoir tué sa mère en 2015, elle veut maintenant un procès. Jamie Sylvanek a rejoint la longue liste des adolescentes qui ont aidé à tuer leurs parents à cause d'une relation en 2015. Sylvanek avait 14 ans lorsqu'elle a rencontré Caleb Barber, âgé de 20 ans. Jamie aurait prétendu à Caleb qu'elle avait 17 ans.
La mère de Jamie, Cheryl Sylvanek, âgée de 54 ans, a découvert leur relation et en était profondément préoccupée. Jamie n'était qu'en 8e année et elle était dérangée par le fait que Caleb était un officier de l'armée de 21 ans. Parce qu'elle ne voulait pas causer trop de problèmes et forcer sa fille à mettre fin à la relation, ce qui pourrait mener à quelque chose de pire, Cheryl a continué à essayer de persuader sa fille. Elle a continué ainsi pendant un certain temps, au grand agacement de Jamie. Mais sa mère persistait parce qu'ils étaient dans une relation illégale. Jamie a commencé à s'inquiéter de ne plus pouvoir voir Caleb et a commencé à comploter pour tuer sa mère avec Caleb. Le 15 mars 2015, la mère de Jamie a proposé de conduire Jamie et Caleb à un concert dans sa voiture. Elle a fait cela dans le but de les convaincre de mettre fin à leur relation illégale. Alors qu'ils revenaient du concert, la mère de Jamie s'est arrêtée à une station-service pour acheter quelque chose. À l'horreur de Cheryl, elle est revenue à la voiture et a vu Jamie et Caleb en train d'avoir des relations sexuelles. Dans un accès de panique, elle est entrée dans la voiture et a montré à Caleb le passeport de Jamie et son âge. Elle a accusé Caleb de viol et a menacé de le faire arrêter. Tout le chemin du retour, Jamie envoyait des messages à Caleb, lui disant qu'il était temps de mettre à exécution le plan pour tuer sa mère. Ils sont arrivés dans l'allée de leur maison familiale, et Cheryl a confronté Caleb pour avoir entretenu une relation avec une mineure. Caleb, si elle te demande ton âge, dis encore 16 ans et demi, et que la raison pour laquelle tu as dit 20 ans est que tu avais l'habitude de mentir à ce sujet aux autres soldats dans l'armée pour éviter le harcèlement. Donc quand tu es dans des situations stressantes, ça sort tout seul. Elle doit partir, Caleb, tout de suite. Tu ne comprends pas, elle a menacé de me jeter hors de la maison. Je veux qu'elle parte. À ce moment-là, Caleb a étranglé Cheryl. Elle se débattait et frappait ses mains contre le klaxon à plusieurs reprises, luttant pour sa vie. Pour éviter d'attirer l'attention à cause du bruit du klaxon, Caleb a tranché la gorge de Cheryl avec un couteau qu'il avait choisi spécifiquement pour tuer Cheryl. Il a lacéré et poignardé Cheryl Sylvanek au cou 5 fois. Même si Cheryl suppliait pour sa vie, sa fille a regardé Caleb la tuer. Après tout, elle avait dit à Caleb de tuer sa mère parce qu'elle ne voulait pas que la relation se termine. Après le meurtre, Barber et Jamie Sylvanek sont allés à un Walmart pour acheter des fournitures et retourner à la maison. Le corps de Cheryl Sylvanek a ensuite été transporté dans une zone rurale du canton de South Whitehall et incendié. Barber et Jamie ont ensuite jeté la voiture tachée de sang dans un étang voisin avant de retourner à pied à la maison des Sylvanek, où ils sont allés dans la chambre de Jamie. La police a été alertée d'un corps en feu et de la voiture en train de couler. Il n'a pas fallu longtemps aux experts médico-légaux pour identifier le corps de Cheryl Sylvanek. Quelques heures plus tard, les preuves ont désigné Jamie et Caleb. Ils ont été arrêtés à la maison et placés en détention. Jamie est devenue la première mineure à être inculpée en tant qu'adulte. Jamie a été accusée de meurtre au premier degré, de complot criminel, d'abus de cadavres et de falsification de preuves. Au tribunal, lors d'une session qui n'a pas été autorisée à être enregistrée par les médias, Jamie s'est excusée pour ses actes, disant qu'elle était un monstre et que ce qu'elle avait fait était mal. Elle a dit au juge qu'elle n'avait été forcée à rien faire. Elle a dit « Je l'ai fait moi-même. Personne ne m'a forcé à le faire. Je n'étais sous l'influence de personne, ni de drogue, ni de quoi que ce soit d'autre que de mon propre égoïsme. » Finalement, Jamie a été condamnée à 35 ans de prison à perpétuité. Barber, quant à lui, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Jamie a comploté pour tuer sa mère, mais n'a pas porté le coup fatal. Comment cela se compare-t-il à Natasha Ellis, qui était la véritable meurtrière? Le cas de Natasha Ellis a été traité avec une attention délicate dans les médias en raison de la nature de l'affaire. Natasha avait 15 ans lorsqu'elle a aidé une amie plus jeune, âgée de 13 ans, à tuer les membres de sa famille. Le 23 mai 2019, Ellis est entrée dans la maison de son amie, qui est restée anonyme, et a attaqué sa famille. La mère de l'amie, Lee A. Moore, 36 ans, est décédée lors de l'attaque. Le père de la jeune fille, Paul Greer, et son frère de 17 ans à l'époque ont également été blessés mais ont survécu. Elle avait poignardé Leah. Moore à mort. Paul Greer a subi des blessures par arme blanche au bras et a dû porter des bandages pendant plus d'1 an. L'ami d'Ellis lui avait dit quoi faire et lui avait fourni les armes pour tuer sa famille. Les preuves ont révélé que les deux étaient en communication jusqu'au moment où le meurtre et la tentative de meurtre ont eu lieu. Ellis et son ami ont été arrêtés et inculpés. Ellis a été jugée comme une adulte et accusée de meurtre, de tentative de meurtre, d'agression aggravée et de meurtre criminel. Aucun motif n'a été donné pour l'attaque. Donc 7 mois plus tard, Ellis a plaidé non coupable pour cause de folie. Elle a été jugée apte à subir son procès et a finalement été condamnée. Lors de sa condamnation, Ellis a pleuré en s'excusant auprès de ses victimes pour le traumatisme qu'elle leur a causé. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais voulu que quelqu'un soit blessé.
En fin de compte, Natasha Ellis a été condamnée à une peine de 15 ans à perpétuité. Elle devait également purger au moins 22 ans de sa peine avant d'être éligible à la libération conditionnelle. Nous nous tournons maintenant vers une autre histoire déchirante. Erin Caffey, une jeune fille dont la vie serait à jamais marquée par les choix dévastateurs qu'elle a faits. Il en a eu assez des disputes et a dit « fais-le simplement ». Est-ce vrai? Pardon, oui. Erin Caffey, âgée de 16 ans, a fait l'impensable par amour. Cathy travaillait comme serveuse à temps partiel lorsqu'elle a rencontré Charlie Wilkinson, âgé de 18 ans. Les choses sont devenues sérieuses entre eux, et Charlie a offert à Cathy une bague de promesse. Les parents d'Erin n'aimaient pas la relation car ils sentaient que quelque chose clochait chez Wilkinson. En raison de leurs soupçons, ils sont allés en ligne pour voir ce qu'ils pouvaient trouver sur Wilkinson. Ils ont découvert que sa page était remplie de références sexuelles et de discussions sur la consommation d'alcool. À cause de cela, Erin a eu peur que ses parents l'empêchent de voir Wilkinson. Alors elle a commencé à parler de tuer sa famille. Le 1er mars 2008, Erin a mis son plan diabolique à exécution avec l'aide de Wilkinson et de son ami, Charlie Wade. Wilkinson a affirmé que même s'il avait suggéré qu'il devrait s'enfuir, Caffey a dit qu'il devrait plutôt tuer ses parents. Donc, ce jour-là, Wilkinson et Wade sont entrés dans la maison de Caffey pendant qu'il dormait et ont tiré plusieurs fois sur ses parents. Quand la mère de Caffey n'est pas morte immédiatement, Wade a utilisé une épée de style samouraï et l'a presque décapitée. Cela l'a tué sur le coup. Il devait se venger parce que nous l'avons forcé à rompre avec notre fille. J'ai entendu mon fils Matthew crier. Il a dit « Charlie, Charlie, pourquoi fais-tu ça ?»« Non, Charlie, non, s'il te plaît, pourquoi fais-tu ça ?» Wilkinson et Wade ont tiré sur Tyler, le frère cadet d'Aaron, et se sont relayés pour poignarder l'autre frère d'Aaron, Matthew, jusqu'à ce qu'il meure. Wilkinson et Wade ont ensuite mis le feu à la maison avant de partir avec Aaron et la petite amie de Wade, Terry Caffey. Le père d'Aaron a survécu à l'attaque et a dit aux officiers que Charlie Wilkinson les avait attaqués. Charlie Wilkinson a été trouvé dans sa caravane et il a été arrêté. Aaron était également dans la caravane, mais elle a affirmé qu'elle avait été kidnappée. Charlie Wade et sa petite amie ont également été arrêtés. Cependant, la révélation horrifique est venue après que la police les ait interrogés tous les quatre. L'histoire d'Aaron s'est rapidement effondrée parce que Wilkinson et Wade ont raconté la même histoire. Aaron avait orchestré les meurtres. Caffey a insisté qu'elle n'était pas liée au meurtre. Je crois honnêtement qu'elle n'était pas le cerveau, et je ne dis pas cela par déni parce que c'est ma fille, mais je ne crois pas que ma fille soit maléfique. À la fin, Wilkinson et Wade ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cathy, quant à elle, a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. Son père, qui a survécu à l'attaque, lui a pardonné, disant qu'elle avait été manipulée par Wilkinson. Nous nous tournons maintenant vers une autre affaire glaçante. L'histoire de Carly Madison est celle de la manipulation, de la rage et des choix troublants d'une jeune femme poussée à ses limites. Elle traversait une crise de santé mentale. Elle ne sait pas ce qui se passait à ce moment-là. Nous vous demandons de la déclarer non coupable pour cause de folie. Les procureurs disent qu'elle a tiré sur sa mère, Ashley Smiley, une enseignante de mathématiques de lycée de 40 ans en plein visage. Le 19 mars 2024, un ami de Carly Gregg, âgé de 14 ans, a contacté Ashley Smiley, la mère de Carly, exprimant des inquiétudes concernant l'usage excessif de marijuana par sa fille. L'ami a révélé que Carly s'adonnait à la drogue et utilisait des téléphones portables jetables, ce qui a suscité des inquiétudes quant à leur bien-être. Déterminée à agir, Ashley a décidé de confronter sa fille au sujet des rumeurs. Après avoir parlé à l'ami de Carly, Ashley s'est dirigée vers la chambre de Carly. Ce qu'elle y a découvert l'a choquée. Plusieurs stylos à vape étaient éparpillés dans la chambre. Alarmée, Ashley voulait rapidement des réponses. Le jury a vu 5 jours de preuves troublantes, y compris cette vidéo de surveillance. D'abord, vous voyez Greg avec une arme derrière son dos, faisant les 100 pas dans la maison. Cet après-midi-là, les images de la caméra de sécurité à l'intérieur de la maison ont capturé une scène glaçante. Carly, vêtue d'un t-shirt Nirvana, se déplaçait dans la maison, semblant cacher quelque chose derrière son dos. Il s'est avéré que c'était un .357, un pistolet Magnum. Alors que Carly sortait du champ de la caméra, le bruit de 3 coups de feu a brisé le silence. La vidéo montrait ensuite Carly se précipitant de nouveau vers la cuisine, où elle s'assit calmement sur le tabouret au comptoir. Elle sortit son téléphone et envoya un message à un ami, lui demandant de venir car il y avait une urgence. Lorsque les amis de Carly arrivèrent à la maison, Carly leur demanda s'ils avaient déjà vu un cadavre. Sans plus d'explication, Carly les emmena dans la chambre de sa mère, où Ashley gisait sans vie, le visage trempé de sang.
Selon cet ami, Carly a avoué que son beau-père, Heath Smiley, était le prochain sur sa liste. Utilisant le téléphone de sa mère décédée, Carly, prétendant être sa mère, envoya un message à Heath. Le message disait « Quand seras-tu à la maison, chérie ?» Heath ignorait que ce message était un piège soigneusement élaboré. Son beau-père, Heath Smiley, rentrant à la maison peu de temps après, Greg, l'a également abattu. Lorsque Heath est arrivé à la porte d'entrée, Carly l'a pris en embuscade, tirant sur son beau-père à l'épaule. Malgré la blessure, Heath a réussi à prendre le contrôle de la situation. Il a maîtrisé Carly et lui a retiré l'arme, sauvant finalement sa propre vie. Pris de panique, Heath a appelé à l'aide. Les policiers sont arrivés rapidement, accompagnés de secouristes. Carly a été arrêtée sur le champ. En enquêtant sur le passé de Carly, les enquêteurs ont découvert un journal intime qui a révélé ses pensées les plus sombres. Le journal révélait une liste de croyances qui dressait un tableau glaçant de l'esprit tordu de Carly. Parmi ces croyances figurèrent des déclarations telles que « Il n'y a pas de Dieu, c'est bien d'être mauvais, et il n'y a pas besoin de famille ». L'accusation a proposé à Carly un accord de plaidoyer de 40 ans avant son procès. Cependant, elle a refusé l'offre. L'affaire de Carly a rapidement attiré l'attention des médias, et le procès a commencé 6 mois plus tard, en septembre 2024. Ce soir, une adolescente du Mississippi condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir tué sa mère et tenté de tuer son beau-père. Pendant le procès, l'accusation a présenté un argument convaincant, dépeignant Carly Gregg comme une tueuse calculatrice et sans cœur. Ils alléguent que Carly a intentionnellement tiré et tué sa mère, Ashley, après qu'Ashley ait découvert son usage secret de marijuana. L'accusation a décrit Carly comme une jeune femme dangereuse, qui n'a montré aucun remords pour ses actes, et a planifié l'attaque contre son beau-père. La façon dont le jury condamne la prévenue, Carly, Mass et Greg à la réclusion à perpétuité. La défense, en revanche, a présenté un récit différent au tribunal. Ils ont affirmé que Carly traversait des problèmes de santé mentale au moment des crimes. Un psychiatre a témoigné que les sautes d'humeur de Carly étaient exacerbées par les médicaments qu'elle prenait. Ce psychiatre a soutenu que les actions de Carly n'étaient pas préméditées, mais étaient motivées par son état mental instable. Selon le psychiatre, les problèmes de santé mentale de Carly ont joué un rôle significatif dans ses actions violentes. Pour étayer cette affirmation, la défense a présenté les journaux intimes de Carly comme preuve, révélant une jeune femme en proie à des tourments mentaux. J'ai besoin d'avoir des infos. Quel est son nom déjà? Carly. C-R-L-Y. C-R-L-Y. Carly Madison. Pendant le procès, l'accusation a présenté les images de la caméra corporelle capturée par les policiers sur les lieux. La vidéo montrait le chaos qui a suivi les meurtres, alors que les officiers arrivaient sur les lieux et menèrent leur enquête. Carly était assise à la table de la défense. Elle fixait intensément, les yeux rivés sur l'écran. Alors que Carly regardait les images, des larmes montaient à ses yeux. L'adolescente, autrefois posée et confiante, était submergée par l'émotion. Un des témoins clés du procès de Carly était son beau-père, Heath. Qu'est-ce qui est sur mon visage? Avant, la porte était, je ne sais pas, ouverte de 3 ou 4 pouces. Heath a témoigné des événements tragiques qui ont conduit au meurtre de sa femme. Il a déclaré que malgré les actions de Carly, il avait toujours une bonne relation avec elle. Cette déclaration a choqué le public, car il semblait incompréhensible qu'il puisse maintenir un lien avec quelqu'un qu'il avait abattu et avait pris la vie de sa femme. Dans leur plaidoirie finale, l'accusation a rappelé au jury que Carly connaissait la différence entre le bien et le mal lorsqu'elle a commis le meurtre, après mûre réflexion. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures avant de rendre son verdict. Ils ont rendu un verdict de culpabilité, déclarant Carly coupable au-delà de tout doute raisonnable. Carly, qui n'avait que 15 ans, a été reconnue coupable de meurtre au premier degré. Dans une interview exclusive accordée à WLBT, Kevin Gregg, le père biologique de Carly, a déclaré qu'il était embarrassé, en colère, bouleversé et très triste des actions de sa fille. Actuellement, Carly est détenue dans l'unité pour jeunes délinquants au centre correctionnel du Mississippi central. Les avocats de la défense ont indiqué qu'ils prévoyaient de faire appel de la condamnation de Carly. Cependant, étant donné la gravité de son crime et le tollé public, il semble peu probable que l'appel réussisse à annuler le verdict. Notre prochain cas concerne Cyntoia Brown et expose les conséquences dévastatrices du traumatisme et des défaillances systémiques dans notre système judiciaire. Les caméras tournaient alors qu'elle décrivait Cutthroat à un psychiatre. La première fois qu'il a fait quelque chose, c'est quand cela à moi, c'est quand il m'a dit comment ça se passe parce qu'il a dit que je pensais qu'il plaisantait. Les tests ont montré que Brown était sur le spectre de l'alcoolisation fœtale.
un trouble qui affecte le cerveau et le comportement. Cyntoia Brown est née d'une mère aux prises avec une dépendance à la drogue et a affronté un parcours difficile dès le départ. Sa mère, incapable de s'occuper d'elle, a pris la décision difficile de la faire adopter. Elle a été adoptée par des parents aimants. Malheureusement, la vie de Cyntoia n'était pas sans défi. À l'adolescence, elle a fait une série de mauvais choix, ce qui a conduit à sa prise en charge par le département des services à l'enfance et à la famille. La détermination de Cyntoia à échapper à sa situation l'a poussée à s'enfuir, la laissant sans abri dans les rues de Nashville. Elle a accordé à Berman l'accès à l'adolescente de l'époque tout au long de son procès criminel. Pendant sa période tumultueuse dans la rue, Cyntoia a rencontré un prédateur impitoyable. Cet individu, profitant de ses vulnérabilités, a commencé à la faire entrer dans un réseau de trafic. Le 6 août 2004, la rencontre fatidique de Cyntoia avec Johnny Allen, un agent immobilier de 43 ans et enseignant d'école du dimanche, allait changer sa vie à jamais. Je pense qu'il va me frapper, mais ensuite il se retourne et tend la main comme s'il atteignait le côté du lit. Alors je me dis, oh, il ne va pas me frapper, il va prendre une arme. Et qu'avez-vous fait à ce moment-là? J'ai attrapé l'arme, tiré dessus. Cyntoia affirme qu'elle avait accepté d'avoir des relations sexuelles avec Johnny pour 150 $, mais selon son témoignage, l'acte n'a jamais eu lieu. À un moment donné, elle a pensé que Johnny cherchait son arme. Terrifiée, Cyntoia a saisi l'arme que Johnny avait cachée dans sa table de nuit et lui a tiré une balle dans l'arrière de la tête, le tuant sur le coup. Pris de panique, Cyntoia a volé 172 $ à Johnny, ainsi que 2 armes. Elle a ensuite pris la fuite dans son camion. Malgré le jeune âge de Cyntoia, les tribunaux ont décidé de la juger comme une adulte, ce qui a suscité un débat. Le juge du tribunal pour mineurs de Métro a justifié leur décision en disant qu'il était trop risqué pour la communauté de garder Cyntoia dans le système pour mineurs. Cyntoia a allégué qu'elle avait tué Johnny en légitime défense. Elle a dit que Johnny l'avait intimidée en se tenant au-dessus d'elle alors qu'elle était dans son lit. Cependant, l'accusation a soutenu que lorsque Johnny a été trouvé, il était dans une position de sommeil, ce qui jette le doute sur sa revendication de légitime défense. Ils ont allégué que Cyntoia avait tué Johnny alors qu'il dormait dans son lit pour le voler. Lors du procès de Cyntoia, 3 détenus qui avaient passé du temps avec elle en prison ont témoigné que Cyntoia avait avoué avoir tué Johnny Allen. Ces détenus ont affirmé que Cyntoia avait avoué le meurtre et avait même exprimé sa satisfaction d'avoir pris la vie d'un autre être humain. Un autre détenu s'est manifesté avec une lettre prétendument écrite par Cyntoia. Dans la lettre, Cyntoia aurait admis avoir menti à la police sur certains aspects de l'affaire. Elle aurait déclaré que tout ce qu'elle avait dit à la police était vrai, sauf pour un détail crucial. Sa conviction que Johnny cherchait à attraper une arme. Pour compliquer encore les choses, un expert en documents judiciaires a témoigné de son opinion concernant la lettre. Il a déclaré que la note écrite par Cyntoia semblait authentique et cohérente avec son écriture. Cette révélation a laissé le jury remettre en question la crédibilité des déclarations de Cyntoia. 60 ans derrière les barreaux. Même avec une bonne conduite, Brown devrait purger au moins 51 ans avant toute possibilité de libération conditionnelle. Oui, c'est fini maintenant. La défense de Cyntoia a soutenu que Johnny avait prévu d'agresser sexuellement Cyntoia si elle ne le tuait pas en légitime défense. Ils ont présenté des témoins qui ont témoigné que Johnny avait un côté sombre et s'était déjà comporté de manière inappropriée envers les femmes. Un témoin a affirmé que Johnny l'avait emmené chez lui, l'avait embrassée contre sa volonté, et quand elle lui a dit qu'elle ne voulait pas être intime, il l'a agressée. Pour le meurtre d'Allen, Brown a finalement été inculpé, jugé et condamné en tant qu'adulte. Coupable? Marque partiellement verte? Le jury a finalement déclaré Cyntoia coupable de meurtre au premier degré, de meurtre criminel et de vol aggravé, ce qui a conduit à sa condamnation à perpétuité. Cette sentence a été particulièrement choquante compte tenu de l'âge de Cyntoia au moment de sa condamnation. En 2018, le Conseil des libérations conditionnelles du Tennessee a tenu une audience sur la demande de clémence de Cyntoia. Cette audience a permis à des témoins qui connaissaient Cyntoia de témoigner en sa faveur. Je voulais juste dire merci. Je sais que beaucoup de gens ont l'occasion de vous voir, mais j'ai prié pendant très longtemps. L'audience de Cyntoia a eu lieu le 28 mai 2018, avec le sort de Cyntoia en jeu. Après des mois de délibération, le 7 janvier 2019, la peine de prison à vie de Cyntoia a été commuée en 15 ans plus 10 ans de liberté conditionnelle sous surveillance. Cette décision significative a marqué un tournant dans la vie de Cyntoia, lui offrant une chance de réhabilitation et de réintégration dans la société. Le juge présidant l'affaire a déclaré que la transformation devait être accompagnée d'espoir, soulignant l'importance des secondes chances et le potentiel de rédemption. La famille de Johnny, dévastée par la perte de leur fils, était fortement en désaccord avec la décision de permettre à Cyntoia de retrouver la liberté.
Il croyait que la justice n'avait pas été rendue et que sa peine de prison à vie aurait dû être maintenue. Les officiers impliqués dans l'affaire partageaient le même sentiment, croyant que la libération de Cyntoia était une erreur judiciaire. Elle est quelqu'un qui s'est complètement réhabilité. Le président a accordé la grâce à Johnny, affirmant que ceux qui perdent leur dette à la société et s'améliorent en prison méritent une seconde chance. Depuis sa libération, Cyntoia Brown est devenue une figure de proue, utilisant sa voix pour sensibiliser au trafic sexuel des mineurs domestiques et au traitement des jeunes délinquants par le système de justice pénale. Elle a été l'oratrice principale pour différents groupes à travers le pays, captivant les audiences avec son histoire de survie et de résilience. Alors que nous nous détournons du cas glaçant de Cyntoia Brown, préparez-vous à rencontrer Amber Wright. La famille a montré des photos de bébés de Seth. Kyle Hooper lui-même a pris la parole à la barre. Seth Jackson, âgé de 15 ans, vivait à Bellevue, en Floride. Et il est sorti avec Amber Wright, âgé de 15 ans, pendant 3 mois. Cependant, à l'insu de Seth, Amber voyait également Michael Bargo, âgé de 18 ans. Ce triangle amoureux a créé une jalousie intense et du ressentiment, devenant une dynamique toxique et exacerbée entre Seth et Amber. En mars 2011, Seth et Amber ont décidé de mettre fin à leur relation. Cependant, comme c'était l'ère des réseaux sociaux, Facebook a joué un rôle crucial dans les conséquences. Seth et Amber se sont mutuellement lancés des piques, échangeant des insultes et attisant les flammes de leur relation brisée. Et puis Amber Wright a commencé à sortir avec Michael Bargo. Quand Amber était avec Michael, elle mentait et lui disait que Seth l'avait blessée. Cette fausse information a mis Michael en colère. Et un jour en particulier, il a confronté Seth dans leur jardin, le menaçant en disant « J'ai une balle avec ton nom dessus ». Et Michael Bargo a commencé à parler de « Nous devons tuer Seth Jackson. Personne ne l'aime. Nous devons le tuer. » Le 17 avril 2011, Michael a approché le frère d'Amber, Kyle Hooper, âgé de 16 ans, et lui a dit qu'il devait tuer Seth Jackson. Michael a ensuite recruté Justin Soto, âgé de 20 ans, et Charlie Ely, âgé de 18 ans, pour l'aider dans le complot de meurtre. Il a été touché une fois, mais il est sorti et a presque atteint la route. Ce soir-là, Amber a contacté Seth, l'incitant à la rencontrer chez Charlie. Seth, sentant un piège, a hésité au début, mais Amber l'a rassuré, en disant qu'il voulait juste discuter de la possibilité de se remettre ensemble. Finalement, Seth a cédé. À son arrivée, il a été immédiatement attaqué par Kyle, qui l'a frappé à la tête avec un objet en bois. Amber et Charlie ont regardé depuis la touche tandis que Michael est apparu armé, visant un .22, un pistolet de calibre sur Seth. Dans un tournant choquant des événements, Michael a ouvert le feu, blessant Seth. Malgré ses blessures, Seth a réussi à s'échapper de la remorque et à atteindre la sécurité à l'extérieur. Cependant, Justin l'a plaqué au sol. Toujours armé de son pistolet, Michael a poursuivi Seth et l'a tiré à nouveau, affaibli et désorienté. Seth a réussi à atteindre la sécurité à l'extérieur de la remorque de Charlie. Cependant, Justin et Michael l'ont rapidement ramené à l'intérieur, le retenant dans la baignoire. Michael a continué à tirer sur Seth, visant son visage, le tuant finalement. Ils ont brûlé le corps et, pour moi, ce qui le rendait atroce, c'est qu'ils étaient assis là-bas et l'ont traité comme si un feu de camp était une fête. Ils étaient tous assis dehors. Michael et Justin ont pris le corps sans vie de Seth, l'ont mis dans un sac de couchage, puis l'ont jeté dans un feu. Ils ont regardé les flammes consumer le corps, finalement, effaçant toute trace de leur crime. Le groupe a utilisé de l'eau de Javel pour nettoyer la scène du crime et a pelleté les restes du feu dans 3 seaux. Le petit ami de la mère d'Amber Wright et de Kyle Hooper a joué un rôle crucial dans la dissimulation du crime, en prenant les seaux contenant les restes de Seth et en les transportant vers une carrière de roche à Ocala, en Floride. Je déteste vraiment cet endroit. Les gens qui nous connaissent vont nous chercher quand nous sortirons de là. Pourquoi ? Il y a un putain de gamin de 15 ans qui a été assassiné. Après que la disparition de Seth ait fait la une des journaux, Kyle Hooper a avoué le meurtre, réalisant la gravité de la situation. Malgré leur ignorance feinte initialement, les 3 complices, lorsqu'ils étaient seuls dans la salle d'interrogatoire, ont fait des déclarations incriminantes. Cela a conduit les détectives à conclure qu'ils ont tous joué un rôle significatif dans ce qui s'est passé. Je serai là pendant que vous en parlerez, ça te va ? À toi. Commentaire, il a frappé à la porte et elle a dit « Eh bien, tu veux quoi ?» Tous ceux impliqués dans le meurtre de Seth ont été arrêtés par la suite, Michael Bargo étant condamné à mort. Amber, son frère Kyle, Charlie Ely et Justin Soto ont été condamnés à la prison à vie. Le petit ami de la mère d'Amber a plaidé coupable de complicité après coup, reconnaissant son rôle dans la dissimulation. Amber a été rejugée pour le meurtre de Seth en 2016, après qu'un tribunal des Appalaches a soulevé des questions sur le moment où ses droits Miranda lui ont été lus lors du procès initial.
Malgré le verdict de culpabilité, il y avait de l'espoir pour une peine plus légère en raison d'une technicité. Cependant, le juge a finalement décidé qu'Amber continuerait à purger une peine de réclusion à perpétuité, avec la possibilité d'une révision dans 25 ans. Tout au long du procès, la famille d'Amber et le ministère pénitentiaire ont parlé avec enthousiasme de sa croissance personnelle et de sa transformation depuis qu'elle est derrière les barreaux. Amber elle-même s'est adressée au juge, exprimant sa culpabilité et ses remords pour ses actions. Elle a assuré au tribunal qu'elle s'engageait à devenir une meilleure personne. Nos vies ne seront jamais les mêmes, car nous ne verrons jamais notre fils grandir ou avoir des enfants. Les événements ayant conduit à la mort de Seth Jackson ont été décrits comme rien de moins que méprisables par le juge. Les actions d'Amber ont laissé un impact durable sur la famille de Seth, et leur douleur était évidente lorsqu'ils se sont adressés directement à Amber. Sonia Jackson, la mère de Seth, a exprimé son espoir qu'Amber ressente une culpabilité à vie, sachant qu'elle avait causé tant de douleur. Après le cas choquant d'Amber Wright, nous nous tournons maintenant vers l'histoire tragique de Johnny Ryder et Cassandra Bjorg. Très bien, mademoiselle. Bjorg, vous êtes accusée de 2 mandats d'arrêt pour meurtre, 2 mandats d'arrêt pour agression aggravée. Le 8 avril 2017, le comté de Gwinnett en Géorgie a connu le choquant et brutal. Les doubles meurtres de Randall et Wendy Bjorg, âgés de 63 ans. Tous deux étaient les grands-parents de Cassandra Bjorg, âgée de 17 ans. Ils avaient obtenu la garde légale parce qu'elle avait des problèmes avec ses parents. Malgré les meilleurs efforts des grands-parents pour offrir une bonne vie à Cassandra, elle est devenue plus perturbée et fuyait de la maison de temps en temps. Elle ramenait aussi des drogues à la maison et agressait sa grand-mère à plusieurs reprises. Elle avait aussi un petit ami, Johnny Ryder, âgé de 19 ans, avec qui elle s'enfuyait souvent. Le couple était décrit comme instable et toxique. Finalement, ils ont commis des crimes plus graves. Le 8 avril, la police a répondu à un cas d'agression dans une maison à Lawrenceville, et les victimes ont identifié les agresseurs comme étant Johnny Ryder et Cassandra Bjorg. Tous deux avaient attaqué la sœur de Johnny et son petit ami avec une batte de baseball et du gaz poivré avant de s'enfuir. La voiture qu'ils ont utilisée pour s'échapper appartenait à Wendy et Randall, ce qui a conduit la police à forcer l'entrée de la maison, s'attendant au pire. À leur horreur, ils ont trouvé les corps de Wendy et Randall. Tous deux avaient été poignardés à plusieurs reprises. Leurs autopsies ont révélé qu'ils avaient subi des coups à la tête et diverses coupures autour de la gorge. Tout le monde était horrifié qu'une telle chose se soit produite dans leur communauté. Cassandra et Johnny sont devenus les principaux suspects dans l'affaire. Et un jour après la découverte des Bjorg, leur petite fille et son petit ami ont été retrouvés après s'être barricadés dans un appartement. Ils ont refusé de sortir. Et lorsque l'équipe du SWAT a pu avoir une vue, ils ont découvert que les adolescents étaient blessés dans la salle de bain car ils avaient tenté de se suicider. Ils ont échoué dans cette tentative et ont été emmenés à l'hôpital. Tous deux ont été accusés des meurtres des grands-parents de Cassandra. L'interrogatoire a révélé des détails choquants montrant que le meurtre avait été prémédité. On dirait que tu es désolé d'avoir été attrapé, que tu avais des gens chez toi après. Tu ne sembles pas être désolé d'avoir tué tes grands-parents. Cassandra a dit à la police qu'ils avaient planifié de tuer ses grands-parents et d'empêcher que leur corps ne soit découvert. Selon Cassandra, elle et Johnny ont attendu que ses grands-parents soient endormis avant d'entrer dans leur chambre, de les bâillonner avec du ruban adhésif et de les attaquer. Les armes du crime comprenaient un démonte-pneus, une batte de baseball, un marteau et des couteaux de boucher. Tous deux ont battu et poignardé les Bjorg à mort. Ce qui est encore plus horrible, c'est qu'après les meurtres, Cassandra a scellé les fenêtres et les portes avec du mastic pour empêcher l'odeur des corps en décomposition de sortir. Et puis nous sommes revenus à la maison. Quand vous êtes partis, où êtes-vous allés? Nous sommes allés chez Kroger ou Publix pour aller chercher quelque chose à manger. Et puis nous sommes retournés à la maison. Donc nous avons juste un peu traîné là-bas. Donc well, c'était comme Arnold Peace. Johnny et Cassandra ont ensuite commandé à emporter et ont invité leurs amis à la maison pour une fête. Elle a également dit qu'ils fumaient beaucoup de marijuana pour masquer l'odeur des corps car ils étaient dans la maison depuis plus d'une semaine. Les choses semblaient juste différentes. Ils ne me regardaient plus de la même manière. Je ne sais pas, c'est comme si l'ambiance qu'ils avaient était qu'ils ne savaient vraiment pas quoi faire. Ils ne savaient vraiment pas comment être autour de moi, je suppose. Ils ne savaient vraiment pas comment me parler. Le mobile du meurtre était choquant. Cassandra a dit qu'elle avait tué ses grands-parents parce qu'ils étaient trop stricts. Elle a également dit que ses grands-parents n'étaient pas les seules victimes prévues. Selon elle, elle et Johnny avaient prévu de tuer la famille de Johnny et la mère de Cassandra. Ils ont tous les deux accepté un accord de plaidoyer et n'ont pas été jugés. Ils ont tous deux été condamnés à 2 peines de réclusion à perpétuité, chacune avec possibilité de libération conditionnelle après 60 ans.
Lorsque les deux ont entendu leur peine, leurs réactions étaient différentes l'une de l'autre. Alors que Johnny s'est excusé pour ce qu'il avait fait, on dit que Cassandra pleurait et refusait de dire quoi que ce soit, même lorsqu'on lui a donné l'occasion de parler. Les deux seraient éligibles à la libération conditionnelle en 2077. Après l'histoire troublante de Johnny Ryder et Cassandra Bjorg, nous passons maintenant au cas de Mackenzie Shrila, une autre adolescente dont les actions choquantes ont laissé un impact durable. Le tribunal, examiné le 9e chef d'accusation, renoncer l'accusé Mackenzie Shrila coupable d'homicide aggravé de Hegel. Tôt le 31 juillet 2022, des caméras de surveillance ont capturé une Toyota Camry circulant autour de Strongsville. Mackenzie Shrila, âgé de 17 ans, conduisait la voiture. Son petit ami, de 20 ans, Dominique Rousseau, et leur ami, Davian Flanagan, âgé de 19 ans, étaient également dans la voiture. La voiture semblait rouler à la vitesse limite recommandée jusqu'à ce que la paix se transforme en chaos en quelques secondes. Mackenzie a soudainement accéléré à plus de 100 miles par heure. La voiture a dévié de la route et s'est écrasée violemment contre le côté d'un bâtiment. L'accident a coûté la vie à Dominique et Davian sur le coup. Mackenzie, en revanche, a survécu avec des blessures aux bras et aux jambes. Lorsque les policiers sont arrivés, la scène qu'ils ont trouvée était horrible. Radio, il y a un occupant à l'intérieur. Les policiers ont déclaré les deux hommes morts et une enquête a été ouverte. Même si cela ressemblait à un accident au début, l'enquête a rapidement révélé que Mackenzie avait intentionnellement accéléré et percuté le bâtiment. Les procureurs ont commencé à exiger une condamnation pour meurtre car les preuves le montraient. La pédale d'accélérateur de la voiture était poussée à 100 miles par heure, avec une pression de 100% exercée sur le volant. Il n'y a eu aucune tentative de freiner. Il a été révélé qu'elle avait gardé son pied sur la pédale tout le temps. Et bientôt, Mackenzie Shrila a été arrêtée et accusée de 2 chefs de meurtre au premier degré. Un chirurgien traumatologue qui a travaillé sur Shrila a rapporté qu'elle avait pris la responsabilité de ce qui était arrivé à son petit ami et à son ami. La défense a également admis que l'accident était de sa faute. Cependant, elle ne l'a pas fait exprès, et c'était vraiment un accident. L'avocat de Mackenzie a désespérément essayé de montrer que Mackenzie était innocente et n'avait pas intentionnellement percuté la voiture. En raison de la nature du procès, il revenait à la juge Nancy Margaret Rousseau de déterminer ce qui allait arriver à Mackenzie. Et pour la juge Rousseau, les actions de Mackenzie Shrila étaient intentionnelles et elle savait ce qu'elle faisait. La vidéo montre clairement le but et l'intention de l'accusé. Elle a choisi une voie de mort et de destruction à distance. La pièce à conviction 802 cristallise la prise de décision élégante de l'accusé. La juge Rousseau a déclaré que Shrila voulait tuer les 2 garçons, et probablement elle-même dans l'accident. Elle l'a qualifié de véritable enfer sur roue. Malgré cela, la mère de Mackenzie, Nathalie Shrila, a supplié désespérément le tribunal, essayant de prouver que sa fille n'était pas une meurtrière. Elle s'est adressée à la famille des victimes et a dit à la juge que Mackenzie n'avait aucun souvenir de l'accident. Votre honneur, c'était un terrible accident cauchemardesque qui s'est produit et dont elle n'a aucun souvenir, et elle ne s'en remettra jamais émotionnellement ou physiquement. Elle a failli mourir aussi, et nous vous demandons de ne pas rendre la peine consécutive. Il faisait partie de la famille, et nous nous aimons tous. En fin de compte, la décision est revenue à la juge Rousseau, et elle a présenté le verdict de l'État. Mackenzie a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, et il était temps d'entendre les déclarations d'impact des victimes. La sœur de Davian Flanagan a demandé au juge de donner à Mackenzie la peine la plus longue possible. Je voudrais que vous donniez à Mackenzie la peine la plus longue possible. Le frère de Dominique Rousseau a également pris la parole et a fait savoir à la cour que Mackenzie était la personne la plus égoïste qu'il connaissait. Déclaration de Kenzie à l'hôpital au détective du zoo. Ne pouvez-vous pas simplement me retirer mon permis pendant 10 ans ou quelque chose comme ça? Cette déclaration est Mackenzie Cirillo. La personne la plus égoïste que je connaisse, ironiquement. Dom est la personne la plus égoïste que je connaisse. Mackenzie s'est également adressé à la cour et aux familles de ses victimes, s'excusant auprès d'elles en larmes. J'aimerais pouvoir me souvenir de ce qui s'est passé. Désolé, j'ai le cœur brisé. J'aime, Doctor, Davion, nous étions tous amis, et Dom était mon âme sœur. Enlevez toute votre douleur. Je suis désolé. Mackenzie a été condamné à 15 ans de prison à perpétuité pour le meurtre de Dominique Rousseau et Davion Flanagan. De l'histoire glaçante de Mackenzie Shrila. Nous passons maintenant au cas d'Ellen Fryer, une adolescente dont les actions violentes ont choqué sa communauté et laissé une traînée de destruction. J'ai vu toutes sortes de personnes, et maintenant je vois des frasques de leur part, et parfois c'est attendu. Voici Ellen Fryer, et elle est accusée du crime de complot pour assassiner son père avec l'aide de son petit ami de 19 ans en 2017.
Le 2 octobre 2017, Erin Fryer, âgée de 50 ans, et Ellen Fryer, âgée de 15 ans, ont été portées disparues par la petite amie d'Erin. Après que les filles cadettes d'Erin ont trouvé du sang dans leur maison, la fille de 11 ans d'Erin a dit qu'elle avait entendu son père crier le matin, mais qu'elle n'était pas descendue avant plus tard. Puis elle se souvint avoir entendu la voix de Gavin McFarlane, le petit ami, de 19 ans d'Hélène. Le corps d'Erin a été retrouvé une semaine plus tard dans les bois. Sur la base des déclarations faites par les frères et sœurs d'Hélène, Hélène et son petit ami ont été amenés pour être interrogés, et les détails qui ont été révélés vous choqueront. Selon Hélène, son père lui avait dit qu'elle ne pouvait pas être avec Gavin parce qu'elle était mineure et que Gavin devrait le savoir. Avant le meurtre malheureux, Aaron avait interdit à Gavin de revoir sa fille, et avait même menacé de le tuer s'il le voyait à nouveau près de sa fille. Hélène aurait dit à la police que son père avait été violent et qu'elle voulait s'enfuir avec Gavin. Selon elle, Gavin était arrivé avec Russo Jones, âgé de 22 ans, une machette à la main. Elle a dit à la police que Jones, âgé de 22 ans, avait attaqué son père et qu'elle s'était enfuie en entendant des cris. Cependant, l'histoire que Jones a racontée à la police était différente. Il leur a dit que c'était Gavin qui avait tué Aaron avec une batte de baseball. Il a dit qu'il était entré dans la maison pour voir le corps d'Aaron sur le sol. Jones a dit que le seul rôle qu'il avait joué dans le meurtre était d'aider Gavin à se débarrasser du corps. Il a également dit qu'Hélène avait été le cerveau derrière tout cela. Gavin McFarlane a admis avoir tué Aaron Fryer, mais il y avait un rebondissement écœurant. Elle ne voulait pas le tuer. Elle voulait le tuer. On voulait pas le tuer. Il veut le tuer. Je ne voulais pas le tuer. Il disait non, je ne veux pas qu'il soit près de lui. Hélène avait dit à Gavin que son père l'avait abusée et qu'elle était enceinte de 2 semaines à cause de cela. Sauf qu'Hélène n'était pas enceinte et qu'Aaron Fryer n'avait pas été abusif. Il essayait juste de protéger sa fille de Gavin, qui a finalement été reconnu coupable de viol au 3e degré parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec Fryer alors qu'elle était mineure. Gavin a ensuite révélé qu'Hélène lui avait dit de tuer son père. Il a dit qu'elle lui avait dit cela. Va dans le salon, élimine-le et envoie-moi un texto, et fais-moi savoir quand c'est fait. Après que cela ait été révélé, Hélène a plaidé coupable de complot en vue de commettre un meurtre et a été condamnée à 25 ans de prison. Gavin McFarlane a été reconnu coupable d'homicide et condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Lors de son audience de condamnation, Hélène s'est excusée pour ses actions et a dit qu'elle passait chaque jour à demander pardon. Parce qu'elle a trouvé Dieu pendant la période où elle attendait sa condamnation. Elle sera éligible à la libération conditionnelle en 2041. Après le cas choquant d'Ellen Fryer, nous passons maintenant à l'histoire troublante de Tan Ormsby, un adolescent dont la vie a sombré dans la violence de la manière la plus horrible. 3 personnes sont mortes, dont un garçon de 10 ans, et la police d'État qualifie leur décès d'homicide. Les enquêteurs disent qu'un parent a trouvé les corps la nuit dernière dans une maison mobile. Que vous demandiez aux habitants de la petite ville d'Amity dans le comté d'Aroostook ou à la police d'État ici, la réponse est la même. Ils ne pensent pas qu'il y ait jamais eu un triple homicide dans cette région. Le 22 juin 2010, Tain Ormsby, un étudiant adolescent du lycée d'Ellsworth, a perpétré une attaque horrible à Amity, dans le Maine. Vers 17h30, il est entré dans la maison de Jeffrey Ryan, âgé de 55 ans, et a commencé un carnage. Cela a abouti au meurtre insensé de Jeffrey, de son fils Jesse, âgé de 10 ans, et d'un ami de la famille, Jason Dehan, qui avait 30 ans. En juillet 2010, il a été arrêté pour une accusation de fugitif de la justice à Dover, dans le New Hampshire. Après des mois de recherche, la police a finalement réussi à le retrouver et à le traduire en justice. Tain a été extradé du New Hampshire vers le Maine, où il a été placé à la prison du comté d'Aroostook. Selon Tain, il a tué Jeffrey Ryan parce qu'il était convaincu que cet homme vendait de la drogue. Il a également révélé qu'il avait tué Jason, le jeune fils de Dehan, et Jeffrey, parce qu'ils étaient témoins du crime. Vêtu d'un costume à rayures, Ormsby a dû essuyer les larmes de ses yeux, comme l'a décrit sa mère. Le long chemin qu'il a parcouru après une enfance de maltraitance et de négligence. Tain a été accusé de 3 chefs de meurtre et d'un chef d'incendie criminel. Il a plaidé non coupable lors de sa mise en accusation. Cependant, plusieurs mois plus tard, il a présenté un second plaidoyer, non coupable pour cause de folie. Son fils, de 10 ans, Jesse et Jason Dehan Ormsby n'ont pas versé une seule larme. Pour le meurtre de Jeffrey Ryan, c'est mon devoir triste et solennel. En 2012, Tain, maintenant âgé de 21 ans, s'est retrouvé en procès à la Cour supérieure de Holton. Les accusations étaient graves, 3 chefs de meurtre et un chef d'incendie criminel. Cependant, l'équipe de défense de Tain a soutenu qu'il était fou au moment du triple homicide. Les jurés ont finalement rejeté cette défense et l'ont condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité et à une peine de 15 ans pour la condamnation pour incendie criminel.
La nouvelle qu'un adolescent avait commis un crime aussi odieux a été accueillie par une indignation et une incrédulité généralisée. Beaucoup de gens trouvaient incompréhensible que quelqu'un d'aussi jeune puisse faire preuve d'une telle violence extrême et d'un tel mépris pour la vie humaine. Pour le meurtre de Jesse Ryan, c'est mon devoir triste et solennel de vous condamner à la prison à vie. Ten a déposé un appel auprès de la Cour suprême du Maine 1 an après sa condamnation. L'une de ses principales revendications était que la police avait violé ses droits du 5e amendement lorsqu'ils l'ont interrogé en juillet 2010 après les meurtres. Cependant, dans une décision unanime, la Cour suprême a rejeté son appel, déclarant qu'aucune erreur n'avait été commise en permettant que les déclarations de Tan soient utilisées lors de son procès et de son audience de condamnation. Les crimes choquants commis par ces jeunes nous rappellent à quel point l'esprit humain peut sombrer, même à un si jeune âge. De leur réaction dans la salle d'audience aux cicatrices dévastatrices qu'ils ont laissées derrière eux, ces histoires nous hanteront à jamais. Mais ce n'est que le début. La prochaine vidéo à l'écran plonge encore plus profondément dans les affaires les plus glaçantes et les peines stupéfiantes qui ont laissé le monde incrédule.